Bonjour à tous, bienvenue de vous être déplacés en grand nombre pour ce bilan de fin de saison 2022-2023 des Tigres. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au directeur général de l'équipe, Kevin Cloutier. Puis ensuite, on pourra passer la période de questions, puis Kevin sera disponible à la fin pour une période de questions individuelles. Donc à toi, Kevin, la parole. Merci Louis-Philippe. Bienvenue à tout le monde pour ce bilan de saison 2022-2023 des Tigres de Victoriaville. Je vais partir ça avec un petit résumé rapide de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ce fut une saison régulière excitante et très satisfaisante au-delà des attentes. Un résultat de série très décevant, j'insiste sur le mot très, là. Puis un avenir encore très intéressant. Donc c'est en gros là, le résumé de ce que je vais vous parler ce matin. Pour ce qui est de la saison régulière, c'est important, là, on se souvient toujours d'où c'est qu'on a fini, mais c'est important de savoir où c'est qu'on avait commencé l'année passée. Puis si on se souvient bien, l'année passée, on était en début de saison, on ne savait pas trop qui seraient les 20 ans. On avait beaucoup de joueurs recrues qui avaient joué la saison d'avant, qui étaient de retour pour une deuxième saison, mais qu'on se posait des questions à savoir jusqu'où ils allaient stepper leur game. Même chose pour nos deux joueurs russes qui ont eu une saison d'adaptation l'année d'avant. Là, on a dit crime, ils vont-tu être capables de prendre l'autre step? Puis, on savait qu'on aurait une jeune défensive, on avait juste 3 vétérans de retour. Donc, tout ça mis en place faisait en sorte qu'au début de l'année, là, les attentes étaient, je vous dirais, au niveau des experts, je me souviens, là, il y a plusieurs personnes qui nous mettaient assurément pas dans le top 4 de notre conférence. Puis il y a certains qui nous mettaient 14, 15, il y a même un chroniqueur des Maritimes qui nous avait mis 17e overall. Donc, ça, c'était les attentes que les experts faisaient en nous au début de la saison. Puis c'est tout à fait normal du fait que, Cormier avait joué 30 quelques games dans la ligue, il n'avait jamais joué une saison complète. Toutes nos recrues qui étaient de retour n'étaient pas si connues que ça. Questionnement sur nos joueurs de 20 ans. Donc, c'est normal que les attentes étaient comme ça en début de saison. On avait un mandat au début de l'année, c'était de rentrer 2 joueurs de 20 ans là, avec des bonnes personnes puis des gars avec du vécu. Donc, on a rentré Thomas Belzile puis Thomas Bellegarde qui se sont greffés avec Loïc Daigle à notre trio de 20 ans pour partir de la saison. On voulait 3 gars avec une belle énergie dans la chambre pour épauler nos jeunes joueurs là, qui allaient être de retour pour une deuxième saison. Ceci étant dit, écoute, on s'est retrouvé à la période des fêtes, 24-9-4 comme fiche, deuxième overall, deuxième au classement général. Il n'y a personne qui pouvait prédire ça au début de la saison. Moi, le premier, j'ai toujours bien confiance en mon équipe, mais d'être deuxième overall à la période des fêtes nous a mis dans une position qu'on ne s'attendait pas, mais qu'on était très fiers d'être. Puis, ceci étant dit, on a toujours, moi, en début d'année, j'ai tout le temps le même message à mes joueurs et le coaching staff. Montrez-moi dans quelle voie que vous voulez aller après Noël, puis ce sera à moi de faire ce que j'ai à faire à la période des fêtes pour tenter d'améliorer l'équipe. C'est certain qu'en étant deuxième au classement général, avec l'engouement qu'il y avait dans l'aréna, le monde qui était là, les nouvelles installations, tout ça faisait en sorte qu'on n'avait pas le choix de donner un petit coup de main à la gang pour compléter cette saison-là de la bonne façon. On était très conscients que le calendrier serait beaucoup plus difficile après Noël. On avait 5 matchs contre Sherbrooke, 2 contre Québec, 1 contre Gatineau, 1 contre Halifax. On avait 2 voyages en Abitibi. Donc, c'était rien contre les gars qui étaient en place avant Noël, mais on savait qu'on avait besoin de rajouter, en étant très, très prudent, des joueurs pour nous aider pour la deuxième moitié de saison, pour avoir comme objectif d'avoir l'avantage de la glace en première ronde. Donc, on a rentré 4 joueurs là, dans des 4 acquisitions quand même importantes. On a rajouté William Veillette puis Maël Lavigne à l'attaque. William était le premier marqueur à Shawinigan. Il était le deuxième 20 ans en attaque le plus convoité derrière Doucet de Val-d'Or. Donc, on a mis la main sur William. Maël Lavigne, c'est un jeune joueur, mais c'est un gars qu'on voyait beaucoup de potentiel en lui. Puis, on savait qu'il nous donnerait une profondeur aussi à l'attaque, capable de marquer des buts. Et on a rajouté 2 défenseurs là, qui jouaient beaucoup de minutes dans leur équipe respective. Là, Yacenza Moncton qui jouait sur leur premier pairing, puis Brunet Arimouski. Puis c'était rien encore là contre nos 4 joueurs recrues qui jouaient en défense depuis le début de l'année, mais on savait qu'avec ce qui s'en venait, ça serait beaucoup difficile pour eux là, avec le challenge qu'on avait à faire après Noël. Donc,
Ceci étant dit, après Noël, on finit avec une fiche de 16-11-4. J'entendais du monde dire après Noël, les Tigres, ça a été difficile, mais on finit avec 16-11-4, puis on a 7 défaites contre la crème du hockey, là, qui est 5 défaites contre Sherbrooke, 0-4-1, puis on a perdu contre Québec une fois, puis Halifax. Donc, si tu enlèves ces 7 défaites-là, contre le reste de la Ligue, on a continué d'être une bonne équipe. Bilan général de la saison régulière, 40 victoires, 88 points de classement, deuxième meilleur piqué de la Ligue, troisième meilleur power play de la Ligue, 190 buts contre, un record de concession. Puis tout ça, il faut tenir compte d'une chose, c'est qu'il nous a manqué Thomas Bellegarde, 21 matchs, puis Justin Gendron, 24 matchs, qui étaient 2 gars dans notre top 6 qui ont manqué au-dessus de 20 matchs, puis on a réussi à gagner quand même 40 victoires. Donc je te dirais que c'est pour ça que j'ai dit saison régulière, très, très satisfaisante, très, très au-delà même des attentes. Fait que chapeau pour la saison régulière, pour les joueurs et le coaching staff. Au niveau individuel de cette saison-là, on a eu des belles histoires aussi. 2 marqueurs de 40 buts, Cormier-Pellerin. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2017-2018 avec Abramov et Maxime Comtois. Fait que c'était la dernière fois qu'on avait eu 2 compteurs de 40 buts. Puis en défense, on avait 2 défenseurs qui ont fini avec plus de 65 points. Là, Brunet 73, Roy 68. C'est la dernière fois qu'on a eu 2 défenseurs aussi offensifs à Victoriaville, c'était en 2009-2010 avec Joël Chouinard et Emmanuel Boudreau là, qui avaient réussi les 2 en haut de 65 points. On ne peut pas passer sous silence la performance de Nathan Darvaux. Tout simplement incroyable la saison qu'il y a eu. La constance qu'il y a eu. C'est tout un compétiteur, mais d'avoir autant de constance que ça toute la saison, c'est incroyable. C'est 27 victoires, 929 d'efficacité, premier dans la Ligue, 2,34 de moyenne, deuxième dans la Ligue, candidat MVP de la Ligue. C'est gros là, pour un gardien de but repêché en 11e ronde, on va se rappeler. Donc, c'est chapeau à lui, vraiment fier de lui. Puis, il mérite d'être là, le candidat de la Ligue. Fait que, vraiment une grosse saison pour Nathan. Puis je veux aussi parler, notre jeune gardien Gabriel Daigle, c'est une première année dans la Ligue, 16 ans. C'est dur garder les buts. Le monde n'a pas aidé comment c'est dur garder les buts à 16-17 ans dans cette Ligue-là. Il y avait seulement 4 gardiens en bas de 18 ans qui ont goalé des matchs de plus de 10 matchs dans la saison. Il y a 3 gars de 17 ans, puis il y a un gars de 16 ans, puis c'est Gabriel Daigle. Puis Gabriel a réussi à avoir 13 victoires, 2 jeux blancs, nomination pour la recrue défensive de la Ligue. Donc, une pas meilleure saison là, très bonne première saison pour un gardien de but de 16 ans. Puis aussi, je voudrais souligner, là, on avait Justin Gendron, Justin Larose qui avait 16 ans l'année d'avant, qui sont revenus pour une deuxième année. Puis c'est incroyable le step qu'ils ont pris au niveau maturité. Justin Gendron avait 17 buts avant sa grosse blessure. Il s'en allait vers une saison de 30 buts. Larose est employé à toutes les sauces par Carl, responsable sur 200 pieds. Dur à jouer contre. Il y avait... les deux ont pris beaucoup de maturité en 1 an avec leur année de 16 ans, donc c'était super bon augure pour ce qui s'en vient. Puis nos 2 joueurs russes aussi, là, 82 des 83 points qu'ils ont fait cette année sont à force égale. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir beaucoup d'avantages numériques, puis c'est normal parce que notre première unité, elle roulait à 28-29%. Là. Mais à force égale, c'est beaucoup de points, puis on est très, très content de leur évolution. Pour ce qui est des séries maintenant, effectivement, très décevant comme résultat. On savait à l'interne qu'on affrontait une bonne équipe. Drummondville, au début de l'année, était vu comme une équipe qui finirait top 4 de notre conférence, était vu comme une équipe top 6 de la Ligue par les experts. Puis, pour X raisons, ils ont eu des blessés, des joueurs importants. Il y a eu du mouvement aussi au niveau du personnel. Fait que c'est un club qui a fini à un endroit qui n'était pas supposé de finir, mais ils ont fini là, puis on avait à les affronter. Puis on savait à l'interne que ça serait difficile. Mais si je fais un résumé, puis c'est pour ça que j'ai pris du temps à faire le bilan, j'avais besoin de revoir ces 5 matchs-là, parce que des fois, sur l'émotion, après une série, on dit des choses, on pense des choses, mais quand on prend le temps de réécouter ces matchs-là, on peut faire un meilleur résumé de ce qui s'est passé. Je vous dirais que la Game 1, elle a fait, on a gagné le match, mais elle a fait mal. On a perdu Gendron et Gorianov à la période 1 de la Game 1. Ça, c'est certain que c'était pas prévu dans le scénario. Puis, pour une des rares fois, on avait une chance de rentrer en série avec un club complet, tout le monde en santé. Tu perds ces 2 gros bonhommes-là, 2 gars de 20 goals en partant. C'est certain que c'est pas le début qu'on aurait souhaité, mais ceci étant dit, on a réussi à gagner ce match-là 5-4 en prolongation. Darvaux avait été sensationnel en prolongation. Donc, on a trouvé une façon de gagner. Match numéro 2, je vous dirais que
C'était un match qu'on a joué comme un club qui menait 1-0, sans sentiment d'urgence. Deuxième souvent sur la rondelle. On aurait pu être meilleur. Ceci étant dit, la ligne est mince. On se souviendra qu'à 2-1, Maël Lavigne a le filet ouvert, puis Mercer sort la mitaine. Je te dirais qu'à partir de ce moment-là, il est devenu difficile de scorer des buts, là, mais c'est un des arrêts clés qui m'a marqué là, pendant cette série-là. Mais on aurait pu être définitivement meilleur à ce deuxième match-là. Troisième match, on était affreux, tout simplement affreux. On a donné 48 lancés. Le club était croche. On a été indiscipliné, beaucoup de panique. Vraiment pas apprécié ce match-là. Et rendu match numéro 4 et 5, là, on a joué du vrai hockey. Là, on avait ressemblé au Tigre de Victoriaville. On a eu incroyable les chances de marquer qu'on a eues. Vous avez assisté à cette série-là. Mais en le réécoutant, c'est terrible le nombre de rondelles qui se sont retrouvées derrière Mercer et qui n'ont pas passé la ligne rouge, les poteaux. J'ai rien à dire contre la performance des matchs 4 et 5. Mais ceci étant dit, on l'a perdu. Puis chapeau voltigeur, il était prêt. Éric Bélanger les avait bien préparés. Son gardien a fait la job. Puis il n'y a pas de défaite ici. Là. On avait, même malgré nos 2 blessés en partant la série, on avait assez de munitions pour les battre. Puis c'est pas arrivé. Puis il faut apprendre de ça. Il faut apprendre qu'il y a des séries éliminatoires. Il faut jouer avec le sentiment d'urgence en partant et non attendre au match 4 et 5. Donc il faut que nos joueurs qui vont être de retour l'année prochaine se souviennent de cet épisode-là. Pour ce qui est de l'avenir est intéressant du fait qu'on a 17 joueurs là, qui peuvent être de retour. Ça, quand je dis 17, c'est incluant uniquement 3 joueurs de 20 ans, parce qu'en réalité, si le camp d'entraînement commencerait demain, on aurait 19 joueurs de retour avec 5 joueurs de 20 ans. Alexandre Nadeau et Jordan Côté ont été avisés qu'ils seront libérés par l'équipe. Donc, les 5 autres 20 ans qui peuvent être au camp d'entraînement sont évidemment Cormier, Pellerin, Igor, Darvaux et Brunet. Dans le cas de Brunet, évidemment, là, ça va être un dossier à suivre qui va se finaliser peut-être au début octobre. Il est allé jouer en fin de semaine avec Providence dans la Ligue américaine. Il a super bien fait ça. Le contact que j'ai eu avec Boston, c'est que eux autres, c'est pas mal certain qu'ils vont lui donner un contrat d'ici le prochain camp d'entraînement. Mais ils ont encore une mince porte peut-être de l'envoyer junior. Ça va être soit Ligue américaine ou avec nous. Donc, ça sera un dossier à suivre. Pour ce qui est du reste, c'est bien pour le repêchage, là, on a encore notre choix de première ronde. On a un choix de deuxième ronde qui appartient à Charlottetown. Donc, on a 2 choix là, dans les 25 premiers. Fait que oui, on a amélioré l'équipe à Noël, mais on est encore en bonne position pour repêcher encore des bons joueurs. Puis en 2024, on a tous nos choix au repêchage. On va récupérer notre 2 de Shawinigan dans l'échange de Veillette parce qu'on va retourner Boily dans le repêchage, le numéro 26. Le repêchage, Boily, on a repêché 26e l'année passée au total. On va le retourner dans le repêchage et c'est ce choix-là qui va s'en aller à Shawinigan. Et Shawinigan va nous redonner notre choix de deuxième ronde de Victo de 2024. Pour ce qui est du plan, c'est certain que le plan de l'année prochaine, écoute, on va avoir une bonne équipe, on le sait. Le dossier Brunet va être très important pour peut-être la façon de penser. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir on va être solide dans les filets. On va avoir 3-20 ans d'impact, c'est certain, pour commencer l'année. Puis on a 2 euros aussi qui vont être rendus à leur 3e année qui, selon moi, vont être dominants l'année prochaine. Donc ça, c'est le plan là, pour l'année prochaine. Puis on verra là, par rapport au dossier Frédéric Brunet. Une autre petite annonce, on va avoir un changement de staff. Le contrat d'Éric Lavigne ne sera pas renouvelé. Puis Sébastien Charpentier de Commun Accord, là, il va quitter. Donc, pour un nouveau défi. Puis, dans les prochains jours, prochaines semaines, il y aura un processus d'entrevue. Là, Carl Mallette a déjà listé certaines personnes avec qui il aimerait travailler. Donc, moi et lui, on va faire des entrevues dans les prochains jours, prochaines semaines, puis on va vous tenir au courant là, de qui s'en viendra avec nous. En terminant, j'aimerais beaucoup remercier nos partisans. Les partisans ont été incroyables cette année. C'était incroyable l'ambiance qu'on a eue. Puis ça s'est ressenti chez les joueurs.
ce septième joueur-là qu'on appelle, là, il est vraiment important pour une équipe de hockey. Puis cette année, on l'a senti plus que jamais. Puis chapeau à eux. Puis on espère les revoir en grand nombre en septembre prochain. Puis on va avoir encore une belle équipe compétitive. T'sais, on a eu un bon spectacle pareil à Victoriaville cette année, là. On n'a pas perdu souvent à Victo. Même en série, oui, on est perdu, mais ça a été des matchs enlevants. Donc, on va s'assurer qu'on ait le même genre de spectacle pour la prochaine saison. Ça fait le tour. Merci. Merci beaucoup, Kevin. On peut maintenant passer à une période de questions. Je vais revenir. Départ d'Éric Lavigne. Oui. Vous ne le renouvelez pas. C'est quoi? C'est le fit avec l'entraîneur-chef? Ou, Non, mais écoute, Éric, il a passé 2 belles années avec nous. Il a fait du bon travail. Je te dirais que à la fin de l'année, on a eu des meetings. Je rencontre mes joueurs, ensuite je rencontre mon personnel de hockey. Puis avec Carl, on a convenu là, que ça ferait du bien pour lui d'avoir du nouveau monde autour de lui. Donc c'est l'unique raison. C'est pas contre Éric, c'est le hockey. Hein. C'est le hockey, c'est comme ça. C'est pas la présence non plus de son gars? Non, c'est pas la présence de son gars, parce que ça a été clair quand on était chercher Maël Lavigne à Noël, on allait chercher le joueur de hockey. Maintenant, ceci étant dit, c'était une décision, comme je te dis, là, juste pour avoir un renouveau autour de Carl. Vous parliez de plan pour l'an prochain, c'est plus précisément les attentes, c'est lesquelles? Ben, tu sais, on va être à l'an 3. À l'an 3 d'une reconstruction. T'sais, cette année, on est à l'an 2, pareil. Là. Considérant les joueurs, les vétérans que vous avez, tu parles de 3-20 ans d'impact ouais. au début de la saison, fait que vous avez assurément des attentes. Certain que, tu sais, quand tu as 3 bons 20 ans d'impact qui reviennent, puis 2 Européens en qui tu penses qu'ils vont être aussi des joueurs dominants, c'est certain que tu peux t'attendre à une belle saison, ça c'est certain. Maintenant, savoir si ça va être l'année, comme plusieurs aiment penser, tu sais, moi, c'est pas un terme que j'aime utiliser, là. J'aime ça évaluer, puis ensuite, il y a tellement d'impondérables dans une saison. Mais oui, on a une belle, solide pause pour partir la saison. Mais voyez-vous, mettons, par exemple, comme dans le premier tiers, puis comme tu fais à chaque année, rendu aux fêtes, tu vas évaluer peut-être ce qui manque à l'équipe pour faire un autre bout de chemin encore plus. Écoute, à chaque année, chaque jour, je me lève pour essayer d'améliorer l'équipe. Puis c'est certain que là, on a une solide base, beaucoup meilleure que l'année passée pour partir l'année. Puis l'année passée, on a fini avec 40 victoires. Donc c'est certain qu'on peut appréhender une solide de belle saison l'année prochaine. Mais maintenant, il y a le dossier Brunet que j'ai hâte de savoir aussi. Fait qu'on va tout réévaluer ça comme dans le temps. Mais c'est certain qu'on va avoir une belle base là, pour avoir des belles attentes. Là. Puis Brunet, y a-tu un deadline, la date que tu peux prendre, toi, la décision? Je veux dire que, à un moment donné, il ne faut pas que ça attende jusqu'au fight non plus. Non, il ne faut pas que ça attende jusqu'au fight, mais anyway, le plan avec un gars de 20 ans comme lui, c'est qu'il va venir à notre camp. Ensuite, il va partir au camp de la Ligue nationale de hockey avec les Bruins de Boston. Ensuite, il va aller au camp de la Ligue américaine. Et là, la décision va se prendre. Un peu comme le dossier Crevier là, avec Québec, il y a 2 ans. Chicago l'avait signé, ils l'ont amené au camp, puis finalement, ils l'ont retourné junior, même s'il y avait un contrat. Donc, on va voir là, ce qui va arriver dans ce dossier-là, mais ça ne pourra pas être en décembre. Puis l'autre chose qui est s'il ne revient pas, on a un bon trio de 20 ans dominant, pareil, qui est encore là. Sinon, c'est que s'il est de retour, c'est que ça te donne une monnaie d'échange supplémentaire. Exact. Ça donne une monnaie d'échange supplémentaire qui pourrait servir pour d'autres choses. Puis, c'est certain que si Frédéric Brunet revient, on s'attend à avoir le meilleur duo à défense là, avec lui et Roy. Donc, c'est certain que ça a un impact majeur quand tu as un duo comme ça pour une année. Tu parles de duo comme ça. Est-ce que ça a été une adaptation pour Pierre Roy d'avoir un joueur qui venait y enlever certaines responsabilités, peut-être qu'il y avait plus avant son arrivée? Bien, je te dirais que dans le cas de Pierre-Olivier Roy, ça n'a pas eu un impact parce que Pierre-Olivier a continué d'avoir beaucoup de minutes. Là. C'est un gars qui a joué 28-29 minutes de moyenne pendant l'année. Puis il a continué d'avoir le power play aussi. T'sais, il y a juste à la fin de l'année en série, à un moment donné, il y a eu un changement. Mais sur la pression, dans le sens. Ben, c'est numéro 1, avant que Brunet arrive, il y avait beaucoup de pression sur les épaules. C'est certain que ça l'a aidé, là, parce que Pierre-Olivier, on y en demande beaucoup là, depuis l'année passée. C'est l'année qu'on a rentré plein de recrues, qu'on a sorti tous nos vétérans. Pierre-Olivier jouait à toutes les sauces, puis c'était 30 minutes par game. Puis à un moment donné, tu peux pas être à ton maximum quand tu joues tout le temps autant de minutes. Puis ça s'est ressenti au niveau offensif pour lui l'année passée, il y a 2 ans. Mais cette année, on a vu 68 points. C'est un peu ce que les recruteurs pro ils reprochaient de ne pas faire de points en offensif. Mais cette année, il l'a fait. Fait que je te dirais que quand on y a annoncé que Yacenza et Brunet s'en venaient, il était très soulagé de ça, puis il est très heureux. Tu parlais d'avenir prometteur. Il y en a-tu aussi, par exemple, dans le
dans d'autres circuits qui vous appartiennent, des joueurs qui vous appartiennent, qui frappent, probablement La Rochelle, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui frappent aux portes de l'équipe en vue du prochain camp d'entraînement, qui sont déjà repêchés? Oui, il y en a qui nous ont montré de belles choses dans ces éliminatoires midget 3. Donc, on a des attentes par rapport à ça, mais en même temps, il n'y aura pas grand place de disponible. Fait que ça va être à eux d'arriver puis de forcer la main puis de montrer qu'ils sont capables de jouer junior. Après ça, les décisions se prendront. Oui, La Rochelle a eu toute une saison, mais il y en a d'autres qui ont eu une superbe saison aussi dans le midget 3 puis que, écoute, ils vont avoir la même chance que les autres là, d'arriver au camp puis de prouver qu'ils peuvent appartenir à cette ligue-là. Ton gros dossier avant lequel l'année passée, tu m'as parlé, c'était d'aller chercher les 20 ans. C'est quoi le gros dossier cette année pour toi? Le gros dossier, ben là, ça va être de trouver les entraîneurs qui vont être avec Carl. Ça, c'est un bon dossier qui s'en vient pour nous. Ensuite, le repêchage. T'sais, le repêchage, je crois beaucoup à ça. T'sais, on a encore 15 joueurs là, cette année qui ont joué avec nous, qu'on a repêché. Puis l'année qu'on a gagné, on avait, je me souviens plus combien, mais on avait la majorité aussi. Donc, on croit beaucoup à cette étape-là. Puis au niveau européen, ben, on n'aura pas à repêcher. Donc ça va donner un petit répit. Puis après ça, c'est pas mal le dossier des entraîneurs là, que je te dirais là, pour répondre à ta question là, qui va être la priorité présentement. Est-ce que tu as des critères précis justement pour ces entraîneurs-là? Est-ce que tu voudrais emmener des gens d'expérience ou moi, là, mon but, c'est que mon entraîneur-chef soit bien avec les gars qui travaillent. Je te dirais que. C'est sa décision à lui, que tu dis qu'il doit être bien, que ça soit validé par toi, ou lui, il dit, bien, moi, c'est avec ces deux-là que je veux travailler. La façon que ça fonctionne, c'est que moi, je nomme mon entraîneur-chef, puis lui, il va me dire avec qui il aimerait travailler. Puis ensuite, on s'assoit, on fait des rencontres, puis on prend une décision par rapport à ça. Mais oui, il faut que ce soit Carl qui prenne cette décision-là. Puis, je te dirais, tu sais, juste un petit vent de fraîcheur. Avec des nouvelles idées, puis ainsi de suite. Il aimerait ça. Il y a plusieurs bons jeunes entraîneurs présentement, là, un peu partout. Puis Carl a déjà des noms sur sa table. Puis on va les rencontrer dans les prochaines semaines. Puis ça devrait se faire assez rapidement. Il y en a déjà de ciblés. Oui. Les rencontres, ça peut se faire quand? Les mois d'échéance? Ça va commencer, je te dirais, d'ici le début de la semaine prochaine. Parce qu'on ne veut pas éterniser ça. On aimerait ça que les nouveaux soient en place pour le repêchage avec nous à la table. Donc, je te dirais que ça va être quand même de quoi d'assez rapide. On espère que ça soit de quoi d'assez rapide, mais en même temps, on veut prendre le temps de faire les bons choix et que Carl soit très à l'aise avec ceux qui vont être retenus. C'est un poste qui n'est pas évident nécessairement parce que souvent, c'est des gars qui veulent peut-être devenir entraîneur-chef, j'imagine. C'est ces gars-là qui arrivent. C'est la raison pour laquelle les deux autres sont pas là. Qu'est-ce que tu veux dire par Sébastien Charpentier, c'est un commentateur, il y a d'autres choses. Lui, c'est parce qu'il est postérieur. Sébastien, écoute, il a fait 3 années avec nous autres, hein, puis il a gagné la Coupe avec nous il y a 3 ans, puis il a donné du bon hockey à notre équipe, puis c'est juste de commun accord. Il avait besoin d'un nouveau défi, puis autre que le coaching. C'est la seule chose que je peux dire pour l'instant. Ce sera à lui de le dire dans le bon temps, là, mais je te dirais qu'on était rendu là. C'est bon? Plus, peut-être, après les fêtes, il y a eu peut-être une petite baisse. Tu disais, bon, on expliquait les défaites, peut-être, le fait d'un gros club, mais tu sais, c'était pas la même équipe qu'on voyait sur la patinoire. Tu sais, y a-tu une situation qui est venue toi à l'oreille? Y a-tu quelque chose qui. Je te dirais que, tu sais, avant Noël, on savait qu'on n'avait pas. Comment je peux dire, une attaque à tout casser. Donc, les gars, c'est certain que défensivement, moi, j'ai vu un club qui était beaucoup plus dédié défensivement avant Noël, beaucoup plus en unité de 5. Quand on a rentré des joueurs offensifs comme Brunet puis comme Veillette, entre autres, mais c'est certain que là, les gars se sont peut-être dit à l'intérieur au lieu de gagner 2-1, on va peut-être être capable de gagner 4-3. Donc, c'est certain que j'ai vu, moi aussi, un changement dans la façon de jouer. Mais ceci étant dit, le calendrier, là, pour l'avoir examiné, il était vraiment difficile après Noël. Les 2 voyants en Abitibi, tu l'as vécu, toi, Pascal, personnellement. C'était pas un calendrier qui était facile. Puis il y a tout le temps de l'adaptation aussi pour les nouveaux joueurs. William Veillette a eu une adaptation. Il y a eu un gros start en janvier. En février, c'était plus tough, mais en même temps que l'équipe. L'équipe a eu un creux en février qui était notre premier creux de l'année, dans le fond. Puis, c'est certain que quand les rôles changent, quand les gars arrivent d'une équipe qui jouait beaucoup de minutes, qui arrive ici, mais il y a tout le temps une adaptation par rapport à ça. Mais de la façon qu'on a fini en mars, j'étais pas inquiet pour les séries éliminatoires. Puis,
On a eu un gros match ici là, contre Sherbrooke, le dernier match de la saison, où on l'a retenu tête. Là, on a perdu en prolongation, mais on l'a retenu tête. Puis fait qu'on est rentré en pleine confiance. On savait que Jean Dron revenait. Tout était en place pour qu'on gagne cette ronde-là puis qu'on joue. Ça serait été le fun de jouer contre Gatineau. Là. On parlait de Gorianov, Jean Dron qui était blessé en série. Y a-t-il d'autres joueurs qui jouent en dépit de blessures? Ben, il y en a qui jouaient avec des bobos, là, comme dans toutes les équipes. C'est certain que Cormier avait un genou qui était quand même assez amoché. Il y a des gars qui jouaient évidemment pas à 100%, mais ça fait partie du hockey. Puis je suis convaincu qu'à Drummond, il y en avait autant. Là. C'est pas une excuse. Il est opéré, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs que ça nécessite, si tu parles du genou de Cormier, non. Ça nécessite des opérations ou une convalescence X à suite de blessures? Non, il y a juste Jean Dron qui se fait opérer. Il s'est fait opérer hier. Selon l'orthopédiste, ça a super bien été. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais ça a bien été. Donc lui, il faut s'attendre là, à 5 à 6 mois. Là, donc, si on y va au maximum de ce que ça peut prendre, il reviendrait mi-octobre là, avec nous. Là. Ça veut dire qu'il manquerait peut-être 1 ou 2 semaines du calendrier régulier. Mais ça se fait aussi en 5 mois. Tout va dépendre du rehab, de la récupération qu'il faut avoir, puis de l'entraînement qu'il va pouvoir faire avec ça aussi. Les deux gardiens, c'est pas évident d'avoir un gardien de but qui était pêché si haut que. Puis là, tu as le meilleur gardien de la dernière année qui est dans ton alignement. Ça sera pas évident pour une équipe ou un coach à gérer sur cette situation. C'est un beau problème pour l'équipe. Ce qui est le fun quand tu as deux gardiens de même, c'est qu'à tous les soirs, tu sais que tu as une chance de gagner. Puis ça c'est on l'avait là 2 ans, quand Nathan n'était pas dans le filet, on était très nerveux, mais l'année passée, puis l'année qui s'en vient, ben si les deux gardiens sont ensemble, ben c'est certain qu'à tous les soirs, on a une chance parce qu'on sait qu'on va être bien appuyé en arrière. Dans le cas de Gabriel, c'est un late. Hein? Fait que lui, son année de repêchage ne sera même pas l'année prochaine, va être dans 2 ans. Donc, quand on l'avait repêché, le plan était clair avec l'agent et le jeune, c'est on était pour y aller avec la qualité avant la quantité. C'est ce qu'on a fait cette année, beaucoup avant Noël, on se souviendra. Après Noël, on lui a donné des défis plus difficiles, c'est Québec, Halifax, Sherbrooke, mais avant Noël, on a ciblé des matchs pour qu'ils prennent confiance dans cette ligue-là, puis je pense qu'on a bien fait ça. Puis l'année prochaine, bien, c'est certain qu'il va être prêt à en prendre un petit peu plus. Est-ce que, on réévaluera tout ça en temps venu, mais c'est un beau problème d'avoir 2 très bons gardiens. Bon, merci à tout le monde. Puis merci d'avoir été les nôtres pour ce bilan de fin de saison 2022-2023. Merci.